Bonjour à tous. Je suis un petit peu impressionnée par cette assistance samedi matin comme ça. Il faut croire que Bonnard électrise et que nous avons besoin de la couleur de Bonnard. Alors juste un tout petit mot d'abord pour vous remercier tous les uns et les autres d'être venus de loin pour écouter ces quelques communications autour de la couleur. Donc nous organisons depuis plusieurs années, ça devient un petit rite, une journée d'études consacrée à un thème qui reprend le sujet donné au concours d'entrée à l'école normale pour l'option Histoire et théorie des arts et arts plastiques. J'insiste, puisque vous aurez le plaisir d'écouter aussi un artiste, et c'est important. Et aujourd'hui, donc, c'est la couleur. Et pour moi, c'était un sujet d'évidence, puisque nous avions le plaisir d'ouvrir il y a quelques jours cette magnifique exposition Bonnard. Et donc pour traiter ce thème qui est à la fois un vecteur sensoriel, un vecteur de réflexion aussi, de réflexion théorique, j'ai souhaité inviter des personnalités dont vous avez, je pense, les uns et les autres lu les écrits. Jacqueline Lichtenstein, qui est professeure émérite d'esthétique et de philosophie de l'art à la Sorbonne, dont vous connaissez, je crois, le célèbre livre La couleur éloquente, entre autres, mais aussi Les raisons de l'art, publié il y a peu de temps chez Gallimard. Denis Rioux, qui est professeur honoraire d'histoire moderne et contemporaine à l'université Paris 1, qui est le grand spécialiste du monochrome, mais aussi de l'art moderne, sur lequel il a publié en général beaucoup de livres. Et puis, nous ferons une petite pause à 11h30 et sous une autre forme, cette fois non pas d'intervention un peu ex cathedra comme on en fait habituellement dans les colloques, une rencontre entre le critique et essayiste Alain Madeleine Perdria, qui interrogera l'artiste Claude Garage, dont vous aurez le plaisir de découvrir la peinture. Et je crois que chacun d'entre vous peut regarder déjà le petit programme de salle dans lequel figure aussi une illustration d'un des grands nus rouges. Et Claude Garage est là avec nous. Je le remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Comme je remercie évidemment Jacqueline Lichtenstein, Denis Rioux et Alain Madeleine Perdria d'avoir accepté de s'exprimer devant vous ce matin pour le plaisir de tout le monde. Alors, juste peut-être une toute petite chose, c'est que en ce qui concerne les élèves cette fois, parce que je les reconnais, donc ils ont des petits badges, ils sont venus de loin, ils sont peut-être un peu fatigués. Vous aurez donc la possibilité de voir l'exposition tout à l'heure. Exposition Bonnard après le déjeuner. Et j'oubliais le principal, cette exposition, elle a été réalisée par la commissaire Isabelle Kahn, qui est donc avec Guy Caucheval, notre président. Isabelle Kahn est conservateur en chef des peintures. Ici, au musée d'Orsay, elle a fait un travail exceptionnel. Vous aurez l'occasion, j'espère, de regarder aussi le catalogue avec de très nombreux essais. Et elle a accepté, elle aussi, ce matin, de venir nous expliquer comment elle a fait cette exposition, ses partis pris, ses enjeux, et nous faire une promenade dans l'œuvre de Bonnard au prisme de la couleur. Je la remercie beaucoup. La parole est à vous. Bonjour à tous. Bonnard passe pour être le peintre de la couleur. Et l'exposition qui vient d'ouvrir au musée d'Orsay le prouve, je crois, d'une manière flagrante. Donc je vous propose de découvrir le parcours de cette exposition à travers le thème qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire la couleur, avec un choix de reproduction d'œuvres qui suit exactement nos sections. Donc la première section, un habit très japonais, c'est Bonnard jeune qui découvre la couleur à travers les estampes japonaises. Et vous voyez que le surnom trouvé par Félix Fénéon lui convient parfaitement, puisqu'il va japoniser encore plus que les artistes japonais en rajoutant toutes sortes de motifs avec des couleurs qui sont des couleurs pures, qui ne sont pas mélangées sur la palette, mais qui sont juxtaposées donc sur, par exemple, ce grand paravent réalisé à un âge très très jeune. Paravent composé de 3 feuillets
qui est dans une collection particulière, mais que vous avez peut-être déjà vu au musée d'Orsay à l'occasion de l'exposition de la collection ACE. Donc ce paravent se trouve habituellement à Nashville, mais nous avons la chance et le plaisir d'ouvrir notre exposition sur cette œuvre exceptionnelle, avec ses couleurs aussi tout à fait même inhabituelles, tellement elles sont poussées chez Bonnard. Donc de cette période datent également des tableaux où l'on voit que grâce à la couleur, Bonnard va complètement s'émanciper à la fois du sujet, du réalisme du sujet et de l'espace, comme ici dans ce projet de paravent qui est devenu un ensemble décoratif composé de 4 panneaux, avec ces femmes très art nouveau, entourées de couleurs spécifiques qui ont fait penser qu'il pourrait s'agir en fait d'allégorie des saisons. Mais comme toujours chez Bonnard, il y a une logique, et cette logique est souvent bouleversée par une forme de spontanéité. Donc, à l'occasion de la préparation de l'exposition, on a restauré un certain nombre de tableaux, donc ces panneaux, et découvert à cette occasion la trace de charnière qui nous permet aujourd'hui de présenter dans le bon ordre, l'ordre voulu par Bonnard, donc ces 4 compositions. Et ces saisons deviennent en quelque sorte un petit peu plus incompréhensibles. Donc, ordre et désordre également chez Bonnard, mais toujours des couleurs très affirmées et qui prennent également une signification symbolique. Alors, un des moments, un des temps forts de l'exposition est également dans cette section avec la réunion de 4 panneaux présentés côte à côte dans la section toujours de la période Nabi de Bonnard. Il s'agit de compositions qui sont actuellement conservées sur 3 continents différents, mais qui ont toutes la même hauteur. Et il est fort à parier que Bonnard, très jeune, a déjà l'ambition de créer de grands décors, ici sur un thème tout à fait familier de la cueillette des pommes, thème repris, observé dans la propriété familiale de l'Isère, où il se rend chaque été et où il fait beaucoup de croquis, et sa mère lui a même installé un atelier dans la propriété. Donc vous voyez ici l'idée d'un grand décor sur ce thème, mais sans continuité. En revanche, dans ces 2 panneaux qui sont conservés au Japon, il y a l'idée d'une prolongation d'une scène avec l'autre, mais avec une césure volontaire. Donc cette idée de panorama dans la discontinuité, tout en créant une forme d'unité du sujet. Donc c'est là aussi, c'est la couleur qui permet à Bonnard de créer cette unité. Et vous voyez une couleur qui est très envahissante et qui a tendance à envahir verticalement ces grands panneaux. On est toujours dans le japonisme, justement, avec ces inversions inversées, ces propositions inversées pour la perspective, où la perspective n'est plus en profondeur, mais en hauteur, et aussi avec cette forme de décision au niveau des touches, où on retrouve des contours très esquissés, mais qui sont toujours ouverts. Dans cette section de l'exposition, Bonnard nous montre dans cette section de l'exposition, on a réuni des tableaux de l'époque Nabi, mais qui sont un petit peu moins colorés parfois, parce que Bonnard, influencé également par Vuillard, va laisser aussi l'ombre envahir ces tableaux, et dans cette part d'ombre qui se dilate, introduire une dimension particulière à la peinture, dans la peinture, celle de l'imaginaire, du leurre visuel et de l'instantané. Comme ici dans ce tableau intitulé Intimité, où vous voyez au premier plan une main tenant une pipe, donc un motif coupé, qui donne l'impression de la spontanéité de la vie. Donc c'est pour cette raison que ce tableau se trouve dans cette seconde section de l'exposition intitulée Faire jaillir l'imprévu, qui est sur la spontanéité et sur les accidents de la vie. Donc cette main vient nous rappeler une forme de réalité, mais qui en fait est aussitôt démentie par toute cette composition, où l'on voit la fumée se fondre progressivement et devenir comme des motifs de papier peint. Et ce tableau reste quand même assez mystérieux quant à sa signification, bien qu'il s'agisse d'une forme de tabagie moderne.
Un autre tableau qui a trouvé place dans cette section est une des dernières acquisitions du musée d'Orsay, donc ces petites danseuses ayant appartenu à Thaddée Nathanson, le directeur de la Revue Blanche, vues de très haut depuis les loges les plus élevées de l'opéra, et qui représentent donc un spectacle, mais comme décomposé avec ces personnages où les mouvements semblent se succéder, un petit peu comme dans les photographies de Marais, et avec aussi cette perspective qui va complètement anéantir la notion d'espace traditionnel et qui apporte aussi une certaine note de gaieté, en tout cas d'humour par rapport à cette vision. Et également, vous voyez ce travail de la couleur presque en noir et blanc, avec ces références aussi à la photographie. La part de l'ombre et du fantasme est ici flagrante également dans cette composition qui s'intitule L'Indolente, qui vous est probablement familière puisque c'est un des chefs-d'œuvre du musée d'Orsay, où l'on voit la compagne de l'artiste, Marthe, étendue sur un lit dans une pose très, très érotique. Et au premier plan, vous voyez des ombres qui se forment et qui ont été interprétées comme des formes de monstres. Donc c'est Dario Gamboni qui a été le premier à travailler sur ces expressions un peu fantasmatiques. Il a beaucoup travaillé surtout dans la peinture de Gauguin, mais on retrouve également la même problématique ici avec ce personnage de voyeur au premier plan, et puis derrière, dans les plis du drap, toutes sortes de formes qui peuvent être comme l'émanation d'une pensée ou de cauchemar autour de ce nu. Donc chez Bonnard, il y a quelque chose de toujours tendu dans ces scènes d'intérieur. Et le titre de cette section vient de l'univers de Mallarmé, donc de la pièce intitulée Intérieur, qui est précisément autour du moment où tout va basculer, puisque des personnages donc, observent une famille à l'intérieur d'une maison. Tout est éclairé, c'est un bonheur calme, etc. Et en réalité, ces personnages viennent annoncer une mauvaise nouvelle, la nouvelle de la mort d'un de leurs enfants. Et toute la scène se déroule sur ce moment très tendu entre ce que c'est cet intérieur, qui est un intérieur protecteur, et en même temps, toujours la menace d'un danger qui peut être immanent. Donc ce thème se retrouve ici, donc dans un tableau qui a toujours peu de couleurs, mais on voit quand même des éclats colorés donc dans cet univers qui représente l'univers du couple, avec l'homme et la femme séparés par un paravent. L'homme et la femme probablement très inspirés par Marthe et Bonnard lui-même. Et cette scène était réalisée à partir d'un reflet dans un miroir dont on aperçoit à gauche et surtout en bas le cadre. Donc on est toujours dans Bonnard dans la décomposition de la réalité, donc moins dans sa déstructuration, puisqu'ici on est dans un reflet. Donc ce reflet nous renvoie à l'image de deux univers séparés, mais si l'on se replace dans l'espace réel des personnages, ces personnages ne sont peut-être pas aussi séparés et restent malgré tout en contact. Même si la femme, on voit, est associée à des chats, donc les chats chez Bonnard sont des animaux omniprésents, associés souvent à la rêverie, à la paresse. Tandis que l'homme, lui, est déjà prêt à se rhabiller. Donc ici, ce sont les blancs qui envahissent le tableau, mais comme vous pouvez le voir, ce sont des blancs très travaillés. Alors, Bonnard, ici, on est en 1916. On est dans cette salle qui s'appelle Intérieur. C'est une salle où bascule un petit peu à travers ce thème donc de l'intérieur, de l'observation de l'intimité, de cette tension, le Bonnard Nabi et le Bonnard du XXe siècle. Donc Bonnard n'ignore rien des théories scientifiques de la couleur qui ont été appliquées par Seurat sur ces tableaux et qui vont être théorisées par Signac, Signac qui le critique beaucoup au départ. Mais Bonnard ne va jamais s'inscrire dans un mouvement, jamais être prisonnier d'une théorie ou d'une manière de peindre. Mais on voit ici à quel point, bien évidemment, il connaît toute la théorie de la complémentarité des couleurs, puisque dans le nu qui figure au fond de ce tableau, nu qui est traité dans des orangés, donc ici les couleurs sont un petit peu trop stridentes, mais vous pourrez avoir l'occasion de regarder l'original présenté dans l'exposition. Il a utilisé des ombres vertes pour modeler ce corps.
Donc juste quelques citations peut-être pour étoffer un petit peu, replacer dans l'époque la manière dont Bonnard a été perçu justement à cette époque, un petit peu de basculement entre la période Nabi, au moment où Signac le critique, comme d'autres d'ailleurs, à l'occasion d'une exposition chez Durand-Ruel en 1896. Donc Pissarro et Signac vont traiter son travail, ces couleurs de loques et de chiffons malpropres. La couleur de leurs essais, donc c'est toujours une citation, est véritablement terne, grise et sale, sans harmonie aucune, même dans cette gamme rabattue. Donc là, on est davantage dans des compositions évidemment de cette période. Le beau combat qu'il y a maintenant à mener. Le beau combat qu'il y a maintenant à combattre pour la couleur, et les néos seuls pour le moment me semblent armés pour cette lutte. Donc ça, c'est Signac qui écrit dans son journal. Alors, dans ce tableau, il y a non seulement la problématique de la couleur, vous voyez, il y a un côté très, très incandescent autour de ces couleurs chaudes, mais il y a surtout celle de l'espace. Mais les deux, au fond, ne sont-ils pas intimement liés? Puisqu'ici, nous avons également une représentation d'un nu en train de se contempler dans un miroir. Et cette représentation est en quelque sorte dédoublée par la vision dans un autre miroir du dos de ce nu, et le miroir réfléchissant lui-même un autre espace, qui est celui de l'espace de la peinture, à travers ce tableau de Maurice Denis présenté dans le fond, tableau qui aujourd'hui a disparu. Donc vous voyez cette mise en abîme de la représentation à travers laquelle Bonnard nous dit que bien évidemment sa peinture n'a rien à voir avec la réalité, avec la description d'une situation simple et familière, mais avec plutôt une position mentale et en tout cas surtout avec l'art. Avec cette table de travail, on revérifie une fois de plus à quel point Bonnard donne toute sa place à la couleur dans l'expression et dans le sujet même, puisqu'ici, au fond, les seuls personnages vivants, mais ça arrive quand même assez souvent chez Bonnard, sont des animaux. Vous voyez des chats, il y a un petit chien aussi qui est sur un canapé. Et Bonnard donc, a à cœur à utiliser des couleurs contrastées, expressive dans cet emboîtement d'espace. Et il écrit dans son journal en 1927, au moment où il peint précisément ce type de composition, « Voisinage du blanc rendant lumineuses des taches très colorées ». Donc chez Bonnard, la couleur aussi, le blanc est aussi une couleur. Donc il s'agit d'un blanc qui est très travaillé, qui n'est pas le blanc du tube, mais évidemment un blanc qui va inclure toute la part de couleurs et de reflets des couleurs qui l'environnent. Parce que chez lui, comme chez les impressionnistes, il n'y a pas d'ombre colorée. Bonnard ne s'est pas tellement intéressé à l'impressionniste. D'ailleurs, il dira à la fin de sa vie qu'il ne connaissait même pas les impressionnistes. Alors, est-ce qu'on peut le croire complètement? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'intéressait pas du tout au naturalisme, comme les impressionnistes ont pu travailler à travers la couleur le désir de rendre une impression du temps qui passe ou du temps qui fait. Lui va parfois emprunter aux impressionnistes une forme de touche diffractée, mais pour toujours traduire dans ses tableaux une autre notion qui est celle d'un espace mental. Le cœur de l'exposition est occupé par une grande salle qui s'appelle, on réunit un certain nombre de tableaux autour du thème de la toilette. Donc cette histoire d'eau nous montre une progression dans ce thème de l'intimité qui est très très fréquent chez Bonnard, qui débute assez tôt par des toilettes qui sont très modernes et qui jouent surtout sur des découpages du corps vus dans des miroirs. Et c'est le corps qui est triomphant. C'est un corps triomphant dans une lumière presque liquide, une lumière qui va ne trouver au fond à s'arrêter que sur ce corps précisément de cette femme qui est en train de se parfumer et dont le reflet se retrouve mais partiellement dans la glace. Et donc cette femme est à la fois une femme très moderne, très consciente de sa beauté et en même temps déjà presque une déesse antique avec ce buste vu à distance et qui a perdu, lui, de ses couleurs.
On voit ici, donc, dans cet emboîtement d'espace, comme dans le tableau qui nous a été prêté donc, par le musée de Washington, comment Bonnard va utiliser tous ces écrans de couleurs pour cadrer le corps et nous le dévoiler en même temps, donnant ainsi à la couleur une fonction particulière qui est celle de conduire le regard, mais qui est aussi de nous amener par la sensualité à contempler ces nus. Donc dans le thème des baignoires, le blanc est évidemment très présent, mais comme je vous le disais, c'est un blanc très travaillé, un blanc souvent nacré et qui est presque tissé d'une infinité de nuances colorées. À partir de 1925, ce thème du bain et de la toilette, ce thème de la toilette va basculer et on voit apparaître dans l'œuvre de Bonnard un certain nombre de compositions avec des femmes dans une baignoire et le plus souvent d'ailleurs sa femme Marthe, puisqu'en 1925, c'est l'année du mariage de Bonnard après un très long concubinage avec Marthe. Cette année est également l'année d'un grand malheur qui survient dans la vie de Bonnard. Puisque Bonnard, contrairement à tout ce qu'on a pu croire jusqu'à présent, n'a jamais été l'homme d'une seule femme ni d'un seul modèle. Il est tombé amoureux d'autres femmes. Et à partir de 1916 même, ces femmes sont également l'amie de sa propre compagne, Marthe, et sont très présentes dans sa vie. Donc dans le catalogue, on a pu éditer et montrer des photographies inédites où l'on voit ce couple Bonnard entouré de ces jeunes femmes, dont une, Renée Montchatti, dont Bonnard est très très amoureux. Donc au moment de l'annonce de son mariage, Renée Montchatti se suicide quelques semaines plus tard. Donc et bien évidemment, il y a un lien très profond. Bonnard ne va jamais parler de cet événement qui va bouleverser sa vie, mais il va commencer à peindre ses baignoires. Alors Marthe était très malade à cette époque. Elle souffrait d'une névrose assez grave qui l'isolait du monde et surtout obligeait Bonnard à s'isoler du monde. Elle l'enfermait. Elle était d'abord très jalouse et on peut comprendre les raisons. Et donc, elle l'a complètement enfermé dans son univers intime. Mais Marthe a aussi servi à Bonnard, au fond, de protection par rapport à l'extérieur, puisque l'œuvre de Bonnard va se développer essentiellement autour des thèmes de sa vie privée. Donc ces baignoires ont quand même quelque chose d'extrêmement morbide, puisque les corps ici ont une forme de rigidité. Et là, dans cette composition, vous voyez aussi un corps découpé avec un autre personnage qui surgit à gauche, dont la tête est également coupée. Donc on est aussi dans du non-dit, dans du non-montré, dans un basculement très impressionnant de la baignoire vers nous. Et qui laisse imaginer toutes sortes de drames, et un peu comme dans un scénario d'Hitchcock, où au fond, moins on en montre et plus on peut imaginer de choses. Donc là, vous voyez également tout le travail sur la couleur, et regardez aussi les taches rouges sur le tapis de bain, qui participent au fond au plaisir de l'imagination qu'on peut avoir en regardant un tableau de Bonnard. Mais Bonnard, étant Bonnard, donc un peintre avant tout, et qui va pouvoir dépasser aussi des sujets donc, qui lui tiennent à cœur, comme cette salle de bain, où pendant plusieurs années, il va installer aussi son atelier. On arrive 10 ans plus tard, après le début de ce thème dans son travail, à ces grandes baignoires qui sont absolument magnifiques et qui transcendent complètement le sujet, précisément déjà par l'ouverture complète des motifs. Vous voyez que la baignoire n'est pas fermée, les traits ne se referment pas. Donc l'eau accueille aussi bien la lumière venue des carrelages que même le reflet du pavement de la salle de bain. Et cette lumière dissout aussi la matérialité du mur et envahit avec la couleur, entraînant la couleur, comme dans ce thème de l'eau, qui est celui de cet espace de l'exposition, envahit tout le sujet. Alors cette exposition, évidemment, consacrée à la photographie, ne comporte aucune couleur. Elle fait le lien entre ces thèmes de l'intimité, de la toilette, et une autre salle qui est plutôt consacrée au portrait.
Bonnard achète un pocket Kodak, comme la plupart de ses amis Nabi, dans les années 1890. Et à l'aide de cet appareil photo de manipulation très facile, il va surtout photographier ses proches, sa famille, comme ici, son beau-frère Claude Terrasse au milieu du bassin, avec ses enfants. Et sa sœur aussi se trouve dans le fond. Et cette famille, qui est aussi celle de Bonnard, qui n'a pas eu d'enfants, va être un des thèmes favoris de Bonnard photographe et aussi de Bonnard dans sa peinture. Mais la photographie devient également un outil d'aide à la création pour Bonnard. Il va faire poser Marthe, comme on le voit ici à gauche, en plein air. Il l'a fait également poser en intérieur pour réutiliser ce modèle sans avoir à travailler directement sur le sujet. Donc Bonnard ne travaille jamais directement sur le motif. Il prend toujours des croquis et des photographies, comme on peut le voir ici, et il va retravailler de mémoire dans son atelier. Donc ce travail de mémoire est très important justement dans cette dimension que Bonnard recherche dans sa peinture, qui est celle de la mémoire, qui est celle du souvenir et surtout celle de la liberté de pouvoir ajouter tout ce qu'on veut sans être jamais prisonnier d'un sujet en lui-même. Et la photo de droite, qu'on a particulièrement aimée, est reproduite également en grand format dans l'exposition, comme un certain nombre de photographies de Bonnard ou représentant Bonnard pour scander les sections. Donc, à travers ces photographies, on a cherché également à renouveler l'image d'un Bonnard âgé, d'un Bonnard très sérieux, comme Cartier-Bresson nous a montré à travers les photographies qu'il a prises de l'artiste à la fin de sa vie. Donc, on a voulu au contraire montrer dans l'exposition un Bonnard plus jeune, plus sémillant, un Bonnard amoureux, et un Bonnard très sensuel. Donc cette photographie avec ce modèle qui nous regarde a toutes les qualités de cette modernité et également par le cadrage, le reflet dans le miroir reprend les sujets favoris de la peinture de Bonnard. La photographie et Bonnard, c'est un sujet qui est peut-être moins plastique que Vuillard et la photographie. Donc Bonnard photographie ici Vuillard qui lui-même a son petit pocket Kodak à la main, mais comme une sorte d'instantané sentimental. Bonnard et Vuillard étaient très très amis. Ils ont aussi voyagé ensemble, comme on peut le voir dans la photo de droite, où Vuillard, qui apparaît à gauche, avec son appareil photo sous le bras, se promène dans une rue de Cordoue avec les frères Bibesco. Donc tout ce petit groupe avait fait ce voyage en Espagne et ont réalisé également d'autres voyages ensemble. Donc toute cette section va nous montrer les qualités de l'instantané dans les motifs qui ont inspiré Bonnard dans sa peinture. La section suivante sur les portraits choisis et propose au contraire une interprétation peinte de tout ce monde familier de Bonnard, comme ici, ces marchands Bernheim jeunes, ou plutôt les femmes, les épouses de Josse et Gaston Bernheim dans leur loge de théâtre. Donc pour ces personnalités très mondaines et très, très généreuses aussi vis-à-vis de Bonnard, puisque les Bernheim resteront les marchands de Bonnard jusqu'à la fin de sa vie. Et ils rencontrent et défendent Bonnard à partir de 1906. Et l'artiste leur restera fidèle jusqu'au bout, sans jamais chercher ni à faire monter sa cote, ni à aller voir ailleurs. Donc ici, ces deux femmes très élégantes, qui étaient deux sœurs, les sœurs Adler, sont représentées dans une harmonie de pourpre et d'oranger qui leur va très très bien et qui souligne leur beauté. Donc cette harmonie de couleurs montre aussi à quel point Bonnard a regardé les grands maîtres au Louvre, où il se rendait très souvent, mais aussi en Espagne, il a vu les tableaux de Velázquez. Donc vous voyez ici des couleurs très fortes à la Velázquez presque, et également Rubens. Donc, voici d'autres thèmes autour du portrait qui sont aussi, comme on peut le voir assez souvent chez Bonnard, des portraits d'animaux. Donc ici, c'est le regard du chien qui nous amène au-dessus de cette tarte aux cerises. Donc il y a tout un jeu autour des regards, mais il y a aussi un très grand jeu sur la couleur autour de ce thème des cerises, évidemment, qui est le motif rouge par excellence, avec également tout ce que l'expérience de manger des cerises peut apporter à la peinture. Vous pourrez observer, parce qu'ici c'est pas tellement visible, mais le tableau le montre d'une manière évidente, comment Bonnard a laissé autour des noyaux recrachés par la jeune femme qui est en train de
goûter dans son jardin un peu de pulpe de fruits tout autour à l'aide de quelques touches de lac rouge laissées autour de ces noyaux. Et ce qui est également très intéressant, c'est de voir comment Bonnard va construire ses plans à l'aide de la couleur. Et vous pouvez voir ici, au niveau médian, ce jeté de couleurs rouges qui représente des coquelicots dans un champ et qui amène notre regard progressivement vers des lointains qui sont beaucoup plus bleutés. Vous avez ici un portrait de Renée Montchâty, donc la fameuse maîtresse tellement blonde et solaire dont Bonnard était très très amoureux, représentée en extérieur avec une irradiation absolument incroyable qui vient de cette couleur jaune qui envahit également tout le décor composé autour d'elle, au point qu'on est ébloui par ce portrait et qu'on ne voit pas tout de suite que ce profil à droite, en profil perdu, Marthe, voilà, la compagne de Bonnard. Cette salle comporte aussi toute une section avec des autoportraits, donc complètement exceptionnels, où vous voyez ici une sorte de monochrome où Bonnard se représente lui-même dans la glace de sa salle de bain au Canet. Donc les motifs réels à partir desquels va partir Bonnard pour composer ses tableaux sont toujours des motifs très simples. Et la salle de bain du Canet est une toute petite salle de bain très modeste. Et dans ce petit miroir s'encadre en fait un portrait absolument saisissant où on voit un Bonnard très différent de ce que nous montrent ses autres tableaux. Un Bonnard qui se représente à contre-jour avec le visage congestionné, rouge, les poings serrés dans une position de boxeur, donc ce qui a valu aussi le sous-titre, enfin, ou le titre posthume donné à ce tableau. Et on voit aussi qu'il ne s'est pas épargné dans la représentation de ses traits presque fondus et avec le nez comme tuméfié. Donc ce sont des autoportraits extrêmement douloureux que Bonnard va peindre, mais il faut rappeler ici que cette peinture n'était destinée qu'à lui-même. Donc c'est là où Bonnard va exprimer quelque chose qu'il ne montre pas dans sa peinture. C'est-à-dire qu'à travers ces thèmes de la couleur, ces thèmes très heureux d'un goûter dans le jardin, d'une sieste, d'animaux paisibles, de paysages absolument extraordinaires qui portent à la rêverie, Bonnard, la vie de Bonnard d'abord n'a pas du tout ressemblé à ces tableaux, et Bonnard reste un être qui est très introverti et qui lutte, voilà, déjà comme tout le monde, contre la vieillesse, contre la mort, contre peut-être les aspects plus pesants de la vie. Et c'est ce qu'il montre au fond dans ces autoportraits qui sont saisissants, surtout lorsqu'on a plusieurs les uns à côté des autres, et que le dernier, vous pourrez l'observer, montre des orbites vides. Alors l'exposition est organisée chronologiquement, mais pas seulement, puisque des expositions chronologiques ont déjà été organisées, comme au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris il y a à peu près une dizaine d'années. Et le thématique nous a semblé tout à fait justifié ici, puisque Bonnard, au fond, a créé surtout dans 3 lieux, à Paris, en Normandie, où il achète une maison en 1912, mais où il se rend beaucoup plus tôt, et puis également dans le Midi. Donc sa maison en Normandie, qui est une maison assez modeste, lui donne quand même l'occasion de peindre des tableaux dans une dimension monumentale sur un thème très, très moderne, qui est le thème de la porte-fenêtre, alors qui va être développé évidemment par Matisse. Mais quand Bonnard aborde ce thème, c'est davantage pour nous faire sentir la circulation entre l'intérieur et l'extérieur à travers cet élément d'ouverture, et également la manière dont il va travailler les plans intermédiaires. Donc ici, vous voyez qu'il y a encore des éléments de la réalité, mais qui sont traités d'une manière suggestive, qui sont des écrans ouverts et qui permettent cette circulation à la fois de la couleur, de la lumière et de l'espace entre le premier plan et les arrière-plans. Avec ce personnage qui a une robe volontairement choisie d'une couleur forte qui va trancher, donc un vermillon, qui tranche en particulier sur les fonds qui sont traités dans une couleur froide, et comme vous pouvez l'observer aussi avec une diminution de l'intensité au fur et à mesure de l'éloignement. Donc il n'y a pas un traitement de la perspective de manière classique, mais plutôt à travers la couleur, à travers cette fusion et cette disparition.
Le regard est ramené au premier plan avec les petits animaux, avec les petits chats qui figurent sur les chaises et sur voilà, et qui amène tout un jeu de regard. Et vous pouvez aussi regarder comment Bonnard traite le blanc, qui pour lui est aussi une couleur. Donc, ce qui est très frappant dans ces tableaux, enfin moi, ce qui m'a beaucoup frappé au moment de l'accrochage, parce que ça a été au départ quand même une surprise, parce que dans mon souvenir, les tableaux de la Normandie n'étaient pas aussi bleus. Ils étaient plutôt verts et rouges. Et en réalité, il y a une part de bleu très importante dans ces paysages. Et alors, ça nous a aidé aussi pour l'accrochage, puisqu'il y a une continuité visuelle entre tous ces tableaux, même s'ils sont peints à des dates différentes. Donc ici, nous sommes dans une vue surplombante à partir du balcon de la maison de Vernonnet, qui s'appelait Maroulotte. C'est dire la modestie de cette maison qui existe toujours et qui est une maison sur pilotis qui domine un jardin qui dévale véritablement en pente très très abrupte jusqu'à la Seine. Et la Seine donne l'impression de couler au fond du jardin. Donc Bonnard s'installe à Vernonnet, tout près de Monet, à qui il rend une première visite en 1909. Donc Bonnard, en effet, ne s'est pas du tout intéressé à l'impressionnisme, mais il s'intéresse énormément aux Monet du XXe siècle, aux Monet des nymphéas, et à ces jetés de couleurs sur la toile, dans un véritable all-over, qu'il va aussi interpréter à sa façon dans ses tableaux, à l'aide de toutes ces touches, de ces traits, de ces stries aussi, qui composent une véritable tapisserie colorée dans ces tableaux. Donc son jardin sauvage, évidemment, c'est le jardin qui pousse sur cette pente, qui est très peu travaillé, contrairement à celui de Monet, qui lui avait planté son jardin pour peindre précisément ces massifs et pour trouver des sujets aussi avec son jardin d'eau dans cette peinture où il va travailler donc sur des gros plans et des taches de couleur pure. Donc ici, nous sommes toujours sur la terrasse de la maison de Vernonnet, avec des personnages au premier plan et même un petit peu au plan intermédiaire, qui dominent un paysage donc, qui est traité par ce pointillisme, au fond coloré. Et ces personnages, comme vous pouvez le remarquer, sont pratiquement statufiés. Ils se rigidifient. Et ils évoquent davantage, en effet, des modèles d'œuvres d'art, comme Bonnard pouvait en observer au musée du Louvre, mais également au musée de sculpture comparée, puisque le personnage au premier plan pourrait passer pour être une pomone. Et à droite, le personnage cette femme avec ce geste assez menaçant, serait repris d'un bas-relief gaulois. Une section de l'exposition à laquelle, qui comporte 2 salles, s'intitule Ultraviolet, donc un hommage à la couleur, mais en fait c'est un hommage à la couleur jaune. Donc ce jaune qui envahit complètement les tableaux de Bonnard à partir du moment où il découvre le Midi et la Côte d'Azur, au début 1905, première découverte, et 1909, véritablement Bonnard... quand il se rend à Saint-Tropez, va écrire à sa mère qu'il a vécu un coup des 1001 nuits et que tout ce qu'il voit l'éblouit. Il parle des murs jaunes, des crépis. Il est sous le charme, il est sous le charme de la lumière et de la lumière qui transcende les couleurs. Donc ces tableaux vont avoir une tonalité qui va trancher évidemment avec les compositions de la Normandie, avec ce jaune omniprésent. Comme vous pouvez le voir ici, à travers cette œuvre très rare que personne ne connaît, puisque ce tableau a été acheté très très tôt par Prague, par la Národní Galerie de Prague, et qui nous en a fait le prêt, et qui n'est pas revenu en France donc depuis fort longtemps, où vous voyez au premier plan le peintre Józef Pankiewicz, qui était un peintre d'origine polonaise, donc qui lui qui est symboliste, qui a travaillé la couleur aussi à travers le symbolisme, et qui était très 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 proche de Bonnard. Alors, les couleurs du Midi pour Bonnard, c'est aussi la couleur de la mer. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Je crois qu'il faut vraiment aller voir ce tableau et voir de quelle manière Bonnard va saisir la vraie couleur de la Méditerranée. Et c'est un véritable enchantement. Donc c'est un travail de la couleur couche sur couche. On ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à Rothko en regardant ce travail d'absorption des premières couches, de reprise avec des laques transparentes et également de contraste, puisque avec la mer bleue et verte, vous voyez au fond se dessiner des montagnes au crépuscule
véhicules qui sont complètement incendiés par le soleil couchant. Donc la scène au premier plan, scène imaginaire de la mythologie, qui trouve toute sa place dans ce fil rouge qui nous a servi à construire l'exposition et qui est le thème de l'Arcadie, est finalement assez peu importante, puisque le taureau paraît même être en sable ou comme un rocher, et puis les personnages paraissent assez peu convaincus de jouer une scène définitive de la mythologie. Ils sont plutôt traités en transparence, et cette caractéristique des personnages transparents ou statufiés, comme ici, vous voyez à nouveau une pomone au premier plan, nous montre à quel point Bonnard ne va pas vraiment chercher à faire des portraits sentimentaux de ses proches, ni à introduire des personnages à travers une anecdote. Donc ce paysage panoramique du Midi est important parce qu'il résume en quelque sorte aussi la vision que Bonnard cherche à capter à travers ces tableaux, qui est une vision qui est presque celle de l'œil naturel, avec des motifs perçus simultanément. Alors, toute la difficulté vient du fait qu'il faut après les recomposer sur une surface plane. Donc, c'est aussi tout le génie de cette composition où l'on voit tous ces motifs s'imbriquer les uns dans les autres et à la fois nous indiquer des signes de profondeur, mais aussi de plongée du haut vers le bas, avec ce personnage très rigide, donc qui marque au fond un point fixe, et puis également cette grande palme qui revient et qui ferme la composition comme une grande paupière avec des cils. Ça, c'est une observation faite par Jean Clair au moment de l'exposition qu'il a organisée en 1984 au Musée national d'art moderne, et où il a écrit un texte fondateur, en tout cas qui nous a tous beaucoup impressionnés sur l'art de Bonnard, et qui s'intitule « Les aventures du nerf optique », reprenant une des expressions de Bonnard dans son journal, disant que la peinture, c'est le résumé des aventures du nerf optique. Dans cette composition à contre-jour, on voit de quelle manière Bonnard va utiliser la lumière pour non seulement abolir la notion d'espace, mais aussi retravailler ses couleurs d'une manière complètement imaginaire. Avec cette couleur parme au premier plan, tout ce travail de mélange et plutôt de superposition de ces couleurs extrêmement fortes. Donc ici, vous voyez toute cette construction et qui laisse peu de place à la réalité, puisque, comme je vous le disais, ces personnages deviennent, comme ce personnage à droite, complètement fantomatiques et se dissolvent même dans les murailles. Et on pourrait presque penser que la grande tache jaune à gauche est non seulement une tache de lumière, mais aussi est une sorte de persistance rétinienne. Vous savez, ces impressions qu'on a quand on ferme les yeux, qu'on a fixé une lumière très intense et qui laisse donc comme des mirages vus par notre cerveau. Donc ici, on est dans l'intensité complète, la plus complète de la lumière, celle de la floraison du mimosa de Bonnard dans son jardin au Canet. Pleine floraison, donc observée à travers la verrière de l'atelier et avec toute cette lumière qui envahit l'intérieur et qui dissout là aussi tout repère spatial, au point qu'on sent une sorte de jubilation à traiter de cette lumière jaune, au point où on voit des taches de couleurs comme ces traces rouges tout à fait incompréhensibles qui surgissent. Donc Bonnard compose ce tableau en 1939, il le reprend beaucoup jusqu'en 1946, une année avant sa mort. Donc ce travail de construction par les petits points de couleur permet à Bonnard de reprendre tout le temps ses toiles. Donc il est assez insatisfait et il reprend son tableau. Et entre les deux dates, sa femme Marthe est morte. Et on a pensé que le personnage qu'on voit apparaître en bas à gauche pourrait être une de ses visions, soit une apparition de Marthe qui apparaît avec les couleurs du mimosa, soit au contraire une sorte de désapparition où Bonnard l'a progressivement effacée. Donc on est aussi là aussi dans un travail de mémoire. Le dernier tableau de Bonnard avec toujours la problématique de la couleur, ou plutôt l'expression par la couleur avec cet amandier en fleurs. Donc c'est le mois de la mort de Bonnard, on est en janvier 1947, et Bonnard va peindre la floraison de son amandier. Et il demande à son neveu Charles Terrasse de rajouter toutes ces petites taches jaunes qui sont en bas de la composition, de façon à exalter encore davantage le bleu du ciel et le blanc floconneux de la floraison de son amandier.
Donc la dernière section de l'exposition est consacrée au décor, Et in Arcadia ego. Moi aussi, je suis en Arcadie. Donc là, il s'agit du vrai thème de l'exposition. Ce thème de l'Arcadie, ce n'est pas uniquement la représentation d'un monde idéalisé par Bonnard, mais c'est aussi à partir des textes anciens de la littérature, de Virgile, d'Ovide, mais aussi du tableau de Poussin. L'annonce de la mort dans cette Arcadie, c'est-à-dire vous connaissez l'histoire de ce pays, donc l'Arcadie, pays où les bergers vivent tout à fait en harmonie avec la nature. Donc les bergers découvrent une tombe avec une inscription Et ego in Arcadia. Moi aussi je suis en Arcadie, c'est la mort qui parle. Donc Bonnard au fond n'exclut pas du tout cette dimension dans ses tableaux. Il veut simplement nous dire, à travers aussi cette part d'ultraviolet qu'il introduit toujours, nous attirer notre attention sur, c'est une sorte de memento mori, sur le côté éphémère de la vie et sur l'importance justement d'embellir la vie et de jouir de la vie à travers, pour lui, en tant que peintre, à travers les couleurs, comme vous pouvez le voir dans l'exposition, dans cette salle des grands décors. Donc ici, des grands décors composés pour Missia, sa grande amie, donc Missia, qui à cette époque est aussi la mécène des ballets russes, donc là aussi émergence de la couleur à travers la chorégraphie, et le choix de cette couleur orangée sur les bordures qui font ressembler ces grands panneaux à des tapisseries a été choisi pour contraster avec la couleur de la scène qui était visible depuis les fenêtres de la salle à manger de Missia. Et d'autres panneaux pour d'autres commanditaires, où là aussi c'est une véritable exaltation des couleurs à travers la vie contemporaine, et également à travers une vision monumentale de la Méditerranée, composée pour un des mécènes de Bonnard, Ivan Morozov, pour le palier de l'escalier de son hôtel particulier de Moscou, où vous voyez cette grande vision panoramique, mais composée de manière discontinue, puisque ces 3 panneaux, ce triptyque, exposé au Salon d'automne avant de partir en Russie, a été exposé sous le titre de Panneaux entre les colonnes. Donc là aussi, des couleurs tout à fait extraordinaires, mais qui n'arrivent pas à la stridence de la peinture des fauves, bien que Bonnard soit l'un de leurs contemporains et aussi très ami avec Matisse, avec qui il entretiendra longtemps une correspondance, mais des couleurs extrêmement délicates et qui sont la couleur plutôt des nuances de la Méditerranée. Voilà, je vous remercie.